Salut Fab. Comment tu vas? Je vais bien. Je vais très bien. Ouais, je vais très bien. Pour les gens qui n'écoutent pas Histoire de Daron, les gens qui n'écoutent pas Histoire de Daron ne te connaissent pas en fait, mais les auditrices et les auditeurs d'Histoire de Daron t'ont sans doute peut-être déjà entendu, où on a enregistré un épisode ensemble il y a quelques mois, pendant le premier confinement donc. Et j'ai trouvé dans cet épisode que tu creusais un peu plus que les autres darons, le sujet de la masculinité en particulier. Même si c'est toujours en fait un peu en filigrane dans Histoire de Daron, je trouvais qu'il y avait un truc vraiment où t'exprimais toi, un truc en particulier en rapport avec la masculinité. Et en fait, déjà à l'époque, je m'étais dit, ok, faut garder Manuel dans un coin pour refaire un épisode avec lui, un de ces quatre. Et puis en fait, à cet épisode, on a échangé plusieurs mails. Enfin voilà, tu aimes beaucoup écrire, tu m'as écrit longuement, etc. Ah ouais. Mon pauvre. Je suis désolé. Enfin, Non, non, je suis pas désolé, c'est comme ça. non, c'était trop bien de lire tes mails, vraiment. Et là, je t'ai proposé il y a quelques semaines de venir parler dans Histoire de mec. Et bah, tu me racontais dans une de tes réponses que tu galérais en fait. T'étais pas vraiment sûr de ton coup, quoi. Par rapport à quoi? Par rapport à intervenir dans Histoire de mec versus le fait d'intervenir dans Histoire de daron. Oui, carrément. Ah ouais. Oui, il y a un. Ouais, je t'expliquais que autant dans l'histoire de Daron, c'était clair pour moi, j'avais quelque chose, j'avais l'impression de pouvoir apporter quelque chose, j'avais quelque chose en tout cas à exprimer, ça c'était clair, et je pensais que ça pouvait parler à des personnes. En plus de moi me faire du bien de l'exprimer. Et là, vraiment, pour histoire de mec là, pour parler de masculinité, j'ai pas l'impression que ça me pose problème parce que je suis là après tout. Mais vraiment, c'est très flou pour moi, c'est très vaporeux. J'ai du mal à, à trouver un point d'accroche qui me parle dans la masculinité. Enfin, ce que j'essaie de t'expliquer tout à l'heure, je me vis pas. Autant j'ai conscience qu'on baigne dans un contexte et tout un tas de choses qui font qu'on imprègne la masculinité comme étant une certaine chose, un certain savoir-être, savoir-faire ou je ne sais quoi, et que j'ai intégré certains stéréotypes parce voilà, on grandit dans une société qui nous imprègne, mais mais je me définis pas fondamentalement par le masculin. Je me suis jamais défini comme ça. Je me définis en tant que moi, quoi. Enfin, je suis moi, je suis dans le... Je sais pas comment exprimer ça plus clairement. C'est pas. En plus, j'en vis pas vraiment les effets délétères si tu veux, de la masculinité dans la société parce que je suis un mec blanc dans une société à majorité blanche. Je suis un mâle blanc, quoi, de base. Et du coup, même si effectivement il y a des effets peut-être un peu délétères à la façon dont la masculinité peut être perçue dans nos sociétés, comme des injonctions à être effectivement peut-être à savoir ce qu'on dit, à être sûr de tout, à avoir un avis sur tout très tranché, quand bien même on sait pas du tout de quoi on parle, d'être rassurant, d'être ça te contraint aussi à être dans une case qui peut te porter préjudice. Parce que moi, je corresponds à ça physiquement, mais dans ma tête, je corresponds pas à ça. Je suis pas du tout. Moi, je suis complètement à côté de. Ouais, c'est pas que je suis en train de me perdre, mais tu vois, c'est assez vaporeux. Mais je me définis pas par rapport à ça. Je me définis par rapport à moi, quoi. Enfin, je perçois ça maintenant, mais ah là là. Ok. Je te Ouais. propose de démarrer par la première question que tu connais en plus, parce que tu disais dans ton épisode d'Histoire de Daron que tu avais pas mal écouté The Boys Club et que, en plus, ça avait l'air de t'avoir un peu aidé à déconstruire justement cette image de mec, quoi. C'est quoi pour toi être un mec? Ah, mais voilà, mais t'as beau l'entendre hein, sur tous les podcasts, t'as beau avoir des gens qui répondent chacun des trucs vraiment intéressants. En fait, tout le monde a apporté des choses qui sont une facette de ce que je peux penser ou de, je me dis ah ouais, Mais et ta je suis pas facette à capable toi, c'est quoi? ma facette à moi, mais qu'est-ce que c'est être un mec? Je sais pas, c'est être moi quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est être un mec?
Qu'est-ce que c'est être un homme dans la société d'aujourd'hui? Je sais pas, je te dirais un truc, mais j'ai l'impression que ça n'a pas de rapport. Ça serait peut-être arrivé à s'émanciper justement du carcan dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi, on m'a façonné. J'ai pas choisi d'être façonné comme ça. J'ai été façonné par, euh, par la culture de mes parents, par leurs attitudes, leur façon de faire, leur façon de m'éduquer, leur façon, plus que leur façon de m'éduquer, leur façon de se comporter dans leur quotidien. C'est ça qui m'a imprégné. C'est pas quand ils m'ont dit fais ça que j'ai intégré des choses. C'est quand je les ai vus faire des choses ou quand j'ai vu leurs incohérences à prôner quelque chose et à faire l'inverse. C'est face à ça que je me suis forgé. Et c'est ça que je suis en train de faire aussi avec mes enfants, probablement. Et donc là où j'en étais, oui, c'est ça. Ça serait arrivé à m'émanciper de toutes ces choses qui m'ont forgé, mais qui m'ont forgé un peu par défaut. C'est-à-dire que euh, si je remonte un peu dans l'enfance, moi j'ai suivi les traits qu'on m'a dit de suivre en fait. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à un moment où me dire waouh, tout ce malaise, toute cette colère que j'envoie, est-ce que ça serait pas parce qu'en fait on me vend des choses que pertinemment je ressens que c'est pas ça, c'est pas ça. Très tôt on dit faut trouver un travail, il va falloir que tu trouves un travail. Ah bon. Mais est-ce que c'est si important de trouver un travail? Déjà c'est quoi un travail? Pourquoi on ne trouverait pas quelque chose qu'on aime faire? Tu vois? Et tous ces petits machins-là se superposent, s'empilent les uns les autres. En plus de ça, on a une société qui est quand même, euh, comment dire, qui est très imprégnante en termes de communication. On a quand même des énormes organes privés qui sont des acteurs de la communication de notre société et que leur but c'est de vendre des choses. Et du coup, c'est pas qu'ils le font délibérément pour te modeler le cerveau. C'est juste qu'ils ont des trucs à vendre. Ils mettent des messages pour vendre leurs trucs. Et toi, quand t'es petit, tu t'imprègnes de tout ça. Et tu vois, les caps d'être un mec, pour moi, c'était, c'est très basique, hein. Mais quand j'étais gamin, c'était, ah, je vais avoir une mobilette quand je vais avoir, je sais plus, c'était 14 ou 16 ans. Bah, c'est con, mais pour moi, c'était un cap. C'était un cap de je grandis. Alors, peut-être que c'est un cap de je deviens plus un mec, je sais pas. Puis après, tu avais le permis de la voiture. Moi, je viens de campagne. La mobilette, enfin, la mobilette, le scooter, pour ceux qui étaient des citadins qui, voilà, mais bon, moi, j'avais la mobilette. Et du coup, après, c'était le permis voiture parce que c'est la mobilité, c'est une forme de liberté, c'est une forme de commencer à t'assumer toi. Donc peut-être aussi une façon d'arriver à ce stade où tu commences à devenir un homme parce que tu peux être en capacité d'être en charge de toi-même. Et tous ces caps-là, moi je les ai vécus complètement inconsciemment. Pour moi, c'était ah ouais, il faut avoir ça pour être libre. Il faut la mobilette, ce qui est aussi un truc un peu pourri parce que finalement, il faut posséder pour être. Bizarrement, il y a un truc un peu comme ça qui se glisse dans le. Ouais, pas forcément. Je te vois, c'est un peu une épaule. Non, si, mais en fait, ça fait aussi partie de. T'as raison, je trouve. C'est des rites de. Je sais pas si t'as écouté l'épisode. Je sais pas si tu parles bien anglais. Si t'as Ah écouté putain, très l'épisode. mal, j'ai galéré. Je te coupe, excuse-moi, L'épisode. mais ouais. Non, non, mais voilà, l'épisode avec Jerry Hyde. Donc, mais effectivement, il était tout en anglais, donc c'était chiant si tu parles pas bien anglais. En fait, il parle de ça. Il parle des rites de passage. Et il dit Ouais, que l'un des j'ai cru problèmes comprendre ça. de la masculinité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de rite de passage. Là où auparavant, on t'amenait sur un chemin où on te disait, bah, en fait, voilà, tu vas devenir un homme, quoi. Le truc de base, c'était, tu pouvais, alors c'est complètement fucked up, mais en même temps, ça marchait aussi. C'est-à-dire que ton père pouvait t'amener voir une prostituée et te dire, non, mais Ouais, ouais, c'était un ok. truc qui existait. Ton père ou un adulte, enfin, en tout cas, une figure adulte qui t'amenait voir une prostituée pour te dire, bah voilà, en fait, tu vas devenir un homme. Là, aujourd'hui, ce passage-là n'existe plus, en tout cas sociétalement, il n'y a plus un truc. Ou alors, je sais pas trop si tu l'as fait, parce que non, tu es plus jeune que moi, mais il y avait le service militaire, tu sais, pour les Ah mecs, non, je suis juste après. Je qui l'ai était pas aussi fait, un ouais. vrai rite, qui était un vrai rite de passage, qui te disait, ok, en fait, tu rentres dans une phase de ta vie adulte, là où aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus flou, tu vois, les frontières entre tout ça. T'as parlé de plein de choses, hein, tu sais. Bon, je me doutais que t'allais sortir des trucs parce que forcément t'allais sortir des trucs, mais l'un des trucs sur lequel je voulais revenir avec toi, c'est que t'as dit que t'avais du malaise et de la colère en toi, Ouais, et que tu comprenais pas pourquoi t'avais ce malaise et cette colère en toi. Comment elle se... Donc déjà, c'était quand t'étais plus jeune, c'est ça? ouais, enfin, je suis pas une personne en colère et en malaise permanent, mais
j'ai souvent senti cette espèce de truc dans le vide où quand tu ressens une injustice ou quelque chose que tu ressens comme profondément injuste et d'être dépossédé de ta capacité à agir sur ces trucs injustes. Et du coup, tu es dans une colère qui te fige sur toi-même et qui te bouffe et on t'apprend pas à utiliser cette colère pour te lancer sur autre chose, tu vois? Parce que finalement, si c'est peut-être très prétentieux ce que je veux dire, mais j'essaie de faire un travail sur moi là-dessus depuis un moment, mais sans être accompagné, sans rien. Donc j'observe. La phase d'observation est très très longue quand t'as pas de quelqu'un qui te regarde et qui dit tiens, qui pointe le doigt sur les endroits où tourner ton regard. Et j'ai remarqué que la colère est hyper puissante, ça c'est clair. La colère, elle te met dans un état qui est vraiment d'une puissance assez incroyable. Et moi, très souvent, en fait, ça m'a figé sur moi-même et ça me fait tourner en boucle dans ma tête à être plus, je sais pas si c'est dans la victimisation ou quoi, mais voilà, tu bouffes la tête, t'avances pas et tu te plains et tu râles et t'es en colère et t'en veux après tout le monde et tu vas te mailler avec la première personne qui vient parce que t'as besoin d'un exutoire à ça. Et en plus, du coup, socialement, c'est pas sain. Et dans le même temps, il y a des fois où la colère est porteuse. Ma compagne m'a incité à courir, enfin m'a incité, non, elle m'a inscrit à un trail qui faisait 40 bornes avec je sais pas combien de mètres de dénivelé. Et du coup, j'ai dit ouais, c'est chouette et je vais le faire. Et ouais, c'est un virage, mais je vais revenir. J'ai pas perdu mon Ouais, mais fil. je trouve que c'est intéressant. Ouais, et je me suis rendu compte que quand je m'entraînais, donc je me suis entraîné à courir, hein, moi, il a bien fallu. Tu courais Et pas avant? non, euh, j'ai couru T'es quoi? J'ai passé de couru un. rien du tout? T'es passé de rien Ouais. du tout à un trail de Ouais, 40 bornes. ouais. Non, alors j'exagère, je sais pas beaucoup, hein, mais ça devait être 37 kilomètres et il y avait Oui, ça va. Oui, 2500 ça va. mètres de dénivelé positif et négatif, un truc assez. Non, mais c'est rigolo. Après, je veux dire, tu t'inscris un truc comme ça, c'est pas grave si tu le finis pas, tu peux au moins essayer. Ok, Après, ok, attends. Attends 2 secondes, parce que souvent tu digresses, et en fait j'adore quand tu digresses, mais j'aimerais bien comprendre oui, ce je vais qui, revenir sur la colère. En quoi ça a servi? non, non, mais qu'est-ce qui Ah non? t'amène un jour à te dire, elle vient d'où la colère et comment elle s'exprime, et qu'est-ce qui fait que tu te dis, ok, j'ai ce truc-là en moi, et il faut que je m'inscrive à un trail pour l'évacuer. Non, ça se passe pas comme ça en fait. C'est pas, c'est les circonstances de la vie qui m'offrent des fenêtres sur moi-même et qui me permettent de réfléchir sur moi-même. C'est-à-dire que je me suis pas inscrit à un trail pour évacuer ma colère. Ma compagne m'a dit ah tiens, enfin je la regardais courir, elle me disait ah ouais, je vois qu'elle prend du plaisir à courir. Voilà, c'est ça. Je vois qu'elle prend du plaisir à courir, ça lui fait du bien. Je dis ah ouais c'est cool. Et puis je sais pas comment, elle me dit tiens je t'ai inscrit à un trail. Ok Ah, c'est cool. elle qui t'a inscrit. Oui c'est elle qui m'a inscrit. Moi j'ai rien demandé à personne. Elle est rigolote. Et du coup, enfin, elle est rigolote. Mais c'est génial, on a une relation, elle me permet de grandir aussi, tu vois, en faisant des trucs comme ça. Enfin, bref, donc je m'inscris, elle m'a inscrit à Stray. Donc j'ai mon nom sur un truc dans un an où, où j'ai un dossard attribué, je vais devoir courir. Bon, bah, ce qui serait cool, ce serait que j'y prenne un minimum de plaisir et pour ça, il faut que je me prépare. Et en fait, en me préparant à ce trail-là, je me rends compte qu'en courant, je me mets à parler tout seul. Je parle la marche, la course, et on va revenir vers, désolé, mais j'y pense, mais tu vois, Ben Mazoué, que tu as eu aussi, qui a fait un album, je sais plus quelle chanson où il parle de courir marcher. Quand je marche, ça s'appelle. Ouais, Tout oui, bon, bah simplement. voilà. Voilà, quand je marche, donc. Et moi, ça me parle vachement parce que, en fait, j'ai l'habitude quand je marche, la marche et la course à pied me font libérer mon mental. Je me mets à réfléchir en roue libre. Je sais pas si c'est mon corps atteint un certain niveau de fatigue qui fait que tout d'un coup les grands manteaux lâchent et je réfléchis en roue libre. Et j'ai fait des retours en arrière sur mon enfance en courant. C'est très étonnant, mais c'est comme ça que je l'ai vécu où je me dis waouh, oh, putain, mais en fait ça se trouve parce que j'en ai aucune certitude à tel moment. En courant, j'ai pensé à tel moment de mon enfance qui fait que ça, c'est un verrou que je me suis créé et que j'ai aujourd'hui. Bon, bref. Donc, quand je cours, ça me lâche, en fait. Ça me détend et ça me permet de réfléchir plus tranquillement. Et en fait, donc, pour revenir sur la colère, je me rends compte que il y a des fois où j'apprends des trucs où voilà, je suis dans comment dire, dans une énergie de colère. Je suis dans une énergie de colère et je me rends compte que la course me permet déjà d'évacuer ça. Et je me rends compte que je peux utiliser cette colère pour courir plus vite, ou plus longtemps, ou ou en étant plus concentré, bizarrement.
J'adore courir quand il fait des temps pourris. J'adore courir quand il pleut, quand il neige, quand il y a du vent, quand il y a du brouillard, quand je suis dans des conditions vraiment de merde. Et en fait, ça me contraint. J'ai l'impression, ou ça me réconforte, ça me contraint à être sur moi-même, comme si j'étais dans un cocon, et ça me permet de me rassembler, d'avoir une meilleure concentration. Et du coup, quand je suis en colère, je me mets à courir, je pars sur mon élan. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que la colère peut te porter. Elle peut te porter aussi bien physiquement que sur une réflexion ou sur agir. Mais si elle peut te porter aussi si tu as un objectif. C'est-à-dire que si tu es dépossédé de tout, que tu es dans ta tête, que tu sais pas quoi faire, que tu n'as pas d'objectif, tu peux pas utiliser ta colère pour t'emmener quelque part. Tu ne sais pas où aller. On parlera après de pourquoi t'es pas accompagné, mais alors moi pour le coup j'ai eu cette chance d'être accompagné et l'un des trucs qu'une de mes coachs m'a dit, c'est qu'elle m'a dit en fait quand t'es perdu et que tu sais pas comment faire, en fait mets-toi en mouvement. Donc au-delà de courir, tu vois, il y a aussi cette idée de se mettre en mouvement, tu vois, de marcher. Tu peux marcher aussi si t'as pas envie de courir, quoi, tu vois. Mais juste mets-toi en mouvement. C'est peut-être un conseil qu'on peut donner aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, mais le mouvement en fait sert à justement à te mettre en mouvement et comme tu dis en fait toi tu t'en es rendu compte tout seul en décidant de faire un trail de 37 bornes. T'es pas obligé de faire un trail de 37 bornes. Non, non, vous n'êtes pas obligé. Ouais, pas du tout. Mais en fait je pense que tu esquives un peu la question parce que ma Ok. question de base elle était mais t'es malin hein, mais je vais réussir à te tirer les verres du nez, mec. Mais moi, ma question de base, elle était, en fait, elle te vient d'où ce malaise et cette colère que tu avais? Et je pense qu'elle vient d'il y a longtemps, elle vient de quand tu étais gamin, parce que tu parlais de quand tu étais enfant, tu vois déjà. Ouais. Je saurais pas te répondre. Je sais que j'ai une réaction épidermique à l'injustice. Je sais pas te le verbaliser autrement. Quand je ressens quelque chose comme étant injuste, ça me, ça me plonge dans cet état, ouais, de frustration et peut-être pas de colère, pas forcément, pas systématiquement, mais dans cette espèce de début, quoi. Enfin, tu vois, après te dire à quoi ça remonte dans l'enfance, je sais pas, je sais pas. Franchement, Est-ce qu'il y a des aspects qui soient liés au fait que tu sois un mec et que tu as peut-être dû ou faire ou dire ou agir de telle ou telle façon parce que tu te sentais un peu obligé en tant que mec et qui ont pu te mettre mal à l'aise après coup? euh, ouais, ben, là, je pense à quand t'es en cours de récré, que tu te fais chahuter, que là, t'as l'option entre te figer sur toi-même et pleurer, et puis te défendre en étant violent. Mais après, selon la vision que t'as de la violence, et euh, moi, la vision que j'ai de la violence, elle était assez, je pense chrétienne, parce que j'ai fait du catéchisme, et la violence, c'est pas bien. La violence, on t'apprend, enfin, c'est pas bien, mais c'est comme ça que dans mon cerveau d'enfant, j'ai dû le réduire. C'est que la violence, c'est pas, non, c'est pas présenté comme un aspect, comme un aspect, comment dire, dans la religion, c'est pas bien pour la violence. J'arrive pas à l'exprimer différemment. Mais du coup, ça te dépossède de ça. Ça te dépossède de ça, vu que si tu es violent, ça veut dire que tu vas être quelqu'un de pas bien, que tu vas faire mal. Et, euh, et ouais, je me suis déjà senti dans, dans, dans des situations hyper en porte-à-faux, parce que je me suis retrouvé, moi, petit, très honnêtement, quand je me faisais chahuter, je pleurais, quoi. J'étais pas du genre à aller me battre, à aller me défendre. Je l'ai fait une ou deux fois et j'ai vachement flippé, en fait, du résultat. C'est-à-dire du résultat sur moi-même, parce que quand tu te mets en colère, tu as quand même tendance à perdre pied. Quand tu te mets en colère et que tu commences à être violent, enfin, c'est épidermique, quoi. Tu vois, enfin, j'ai l'impression que c'est facile de perdre pied dans la violence et de se réduire à ce mouvement on donne, je redonne. On te redonne plus fort, tu redonnes plus fort, tu vois, de sombrer dans ce mécanisme-là. En plus d'être mauvais, puisque moi j'avais intégré euh, Que que c'était la pas bien. violence c'est pas bien. Euh, donc ça m'a mis, ouais, ça m'a mis en porte-à-faux. Et puis d'autant plus que moi j'ai aussi peur, quoi, de la violence des autres. Enfin, je suis quelqu'un de normal. Quand tu vois quelqu'un en face de toi qui est en train de briller dans ses yeux, est-ce que je suis prêt à faire pareil, à faire pareil et puis ça n'a pas de limite?
Ou est-ce que je dis, ou est-ce que quand t'es enfant, tu pleures, ou tu essaies de te défendre, tu t'en vas, tu vois, c'est des situations qui sont pas évidentes. Après, c'est des situations, pardon, que d'enfants, c'est des formes d'initiation aussi, parce que malgré tout, la violence, elle est là en moi, elle est là chez les autres. Et c'est pareil, c'est un truc que j'ai jamais appris à faire, mais t'es bien obligé de connaître un petit peu le fonctionnement de la violence si tu veux au moins désamorcer celle de celui qui est en face. Donc t'es bien obligé à un moment de connaître un minimum la tienne et savoir à peu près comment tu fonctionnes sous la violence. Moi, il y a certains moments où j'ai compris que donner un air impassible à certaines personnes qui sont en train de te bousculer, de te frapper, des fois est plus efficace qu'à 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 qu'à- qu'à- comment dire qu'à se recroqueviller sur soi en disant non non ou tu vois. Et en même temps c'est hyper dur à faire. C'est insupportable de subir la violence de quelqu'un en essayant d'être le plus impossible possible. Il faut une stabilité mentale pour faire ça que moi je suis pas en capacité d'avoir. Ça m'est arrivé, mais enfin en général je suis plutôt déstabilisé par ça. Euh, ouais, donc ouais, ça fait partie des choses. Ta question initiale, c'était est-ce qu'il y a des choses qui m'ont mis en porte-à-faux dans la masculinité, c'était ça? En fait, moi, j'ai la sensation, quand on grandit en tant que mec, je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais moi, je me suis retrouvé à faire ou à agir ou à dire des choses où je me disais, ah mais moi, j'ai pas du tout envie de faire ça, mais comme c'est ça qu'on attend de moi en tant que mec, Ouais, j'ai un tu vois, je souvenir qui vais me le faire. revient. Ouais. Ok, vas-y. Excuse-moi, ouais, donc je te coupe, mais j'ai un souvenir qui me revient, effectivement. Vas-y, J'ai le vas-y. souvenir on était un groupe de deux, trois potes, et ça devait être au collège, et tu vois, on est sorti chacun avec, il y avait deux copines, on était deux potes. On est chacun sorti avec une. Et lui, et lui, pardon, je rigole, c'est un rire, mais c'est même pas drôle, quoi. Mais... Et lui, cet enfoiré décide de la lourder sans aucune raison, juste parce que c'est rigolo. Et moi, comme un gros crétin, je l'ai suivi. J'ai fait pareil. Alors que dans mes tripes, je savais que ce que j'étais en train de faire me parlait pas. Dans mes tripes, je me suis juste conformé par mimétisme, me dire, hey, ce mec-là, il fait ça, ça doit être cool, alors je fais pareil. Sauf que j'ai largué une nana que j'aimais beaucoup, en plus, mais c'est tellement débile. Enfin, après, c'est des trucs d'enfants, hein, c'est des trucs au collège. Enfin, je dis c'est des trucs d'enfants, on sait jamais les répercussions que ça peut avoir, mais et voilà, j'ai suivi bêtement un comportement qui avait l'air cool, masculin, tu vois. Le masculin, c'est aussi le mec qui est cool, tu vois. Si tu fais un truc débile mais que c'est cool, alors c'est cool. Mais au fond de toi, tu sens ce truc qui gratte et tu dis non, mais c'est pas cool en fait. Si ça se fait au détriment de quelqu'un, c'est pas cool. Petit break rapide parce que j'ai besoin de vous. Je viens de lancer une grande enquête afin de savoir un peu mieux qui écoute mes podcasts, combien d'épisodes, dans quelles conditions, etc., etc. C'est très important pour moi. Alors si vous pouviez prendre 5 minutes, soit en même temps qu'en écoutant l'épisode, soit à la fin de celui-ci pour remplir ce questionnaire, ça me serait très utile. Je vous mets comme d'habitude le lien dans les notes de l'épisode. Un immense merci à vous. J'allais te dire, même au lycée, en fait, le nombre de mecs qui ont leurs copines et en fait qui face à leurs potes font style ah non mais moi elle m'intéresse pas et tout. Enfin, je sais pas comment si tu as vécu des situations comme ça, mais moi j'avais des potes autour de moi qui se comportaient comme des connards, sans doute comme des en plus comme des gros canards avec leurs meufs quand ils étaient que tous les deux, tu vois, et normal hein, parce qu'en fait en Ouais. vrai ils étaient amoureux, et dès que la meuf avait le dos tourné vis-à-vis de leurs potes, il y avait un côté non non mais moi ça va ça, Oui, bah, on a tous vécu cette espèce d'un peu ah mais ambivalence, c'est une quoi. Non? connerie en même temps, tu vois? Oui, je Ça, suis c'est d'accord. typiquement des trucs qui sont liés à la masculinité et à, en fait, montre pas tes émotions, quoi, tu vois? Ouais, mais enfin, alors moi pas trop parce que j'ai toujours été un peu. En tout cas, je me suis toujours senti un peu en décalage dans ma vie. C'est-à-dire que moi, je suis issu de souche paysanne. Je suis arrivé dans une école urbaine, enfin urbaine, on va dire une ville, quoi. Une ville, je sais pas, il y a peut-être 10 000 habitants. Moi, je venais d'un village où on était 500 pélos dans le bled. Et du coup, comment dire, les gamins avec qui j'étais, on se retrouvait éclatés dans un collège qui est beaucoup plus grand. Je me retrouve essentiellement avec des personnes que je connais pas. Et déjà, étant petit, je sais pas pourquoi, je me sentais déjà en décalage. Moi, il y avait une espèce de mitage entre deux personnes. Il y avait
un blond beau gosse cool qui avait de l'argent, et un mec un peu plus rocailleux, brun, dur à la vie, qui avait des antécédents assez compliqués. Il y avait cette espèce de scission que j'ai retenue dans ce cours de récré, et moi, aucun des deux blocs me plaisait en fait. Au milieu de ça, il y avait tout un tas de gens qui naviguaient entre ça, qui n'avaient rien à battre, mais moi, j'avais identifié clairement, c'est comme s'il y avait une polarisation et qu'il fallait choisir. Et que moi, en fait, j'en avais rien à faire, donc il n'y avait pas de raison de choisir. Bref. Et donc après, tout au long de ma scolarité, en fait, j'ai souvent déjà changé d'établissement. J'ai fait des choix qui m'ont emmené dans des établissements, très souvent, je ne connaissais personne. Et je me suis retrouvé de plus en plus, je sais pas pourquoi, mais par affinité, je me retrouvais avec des gens qui n'étaient pas de mon milieu. C'est pas très grave, c'est comme ça, mais ça a créé un décalage que je n'ai pas identifié tout de suite. C'est-à-dire que je me suis beaucoup retrouvé avec des enfants de familles plus aisées, avec une culture plus grande, plus large, qui m'intéressait parce que je trouvais ça génial, j'apprenais plein de trucs, mais mais j'étais dans un milieu qui n'était pas le mien. Et moi, l'été, quand je bossais à la chaîne pour pouvoir avoir un peu d'argent pour l'année suivante, je recevais des cartes postales de mes potes qui étaient partis, tu vois, en Grèce, qui étaient partis en Amérique du Sud avec leurs parents. Et tu vois, ça crée un décalage qui fait que je me suis jamais senti entièrement. C'est pas qu'ils m'ont pas intégré, j'ai toujours été parfaitement intégré, j'ai toujours été hyper bien perçu et c'était chouette. Mais il y a un décalage. Et j'étais aussi en décalage avec les gens, entre guillemets, de mes origines, qui avaient choisi des cycles plus courts d'études, qui étaient dans des CAP. Pour eux, j'étais le citadin qui faisait des études, et en gros, pour ceux avec qui je faisais mes études, j'étais le rural qui venait faire des études. C'est un peu comme les métis en fait, tu vois. Ces métis j'avais des potes métis qui m'expliquaient, moi je suis ni français ni camerounais. En France, on considère que je suis camerounais, au Cameroun, on considère que je suis français. Et à une autre échelle, c'est pas là, on est d'accord. Mais j'ai aussi vécu ça, moi, dans ma jeunesse, cette espèce de, t'es pas dans un cercle vraiment, t'es à cheval sur plein de cercles différents, et du coup, j'ai mince. J'ai perdu le régime de pourquoi j'en suis arrivé là. Bon, c'est pas très grave. C'était intéressant. Ah ouais, mais c'est terrible. Non, J'aurais bien voulu revenir, mais je voulais faire une boucle. Je voulais arriver à un point précis. je te demandais les trucs que tu avais fait et que tu avais fait en tant que mec et qui te saoulait en fait. Et tu racontais que de ce fait-là, c'était compliqué pour toi. Enfin bref, c'est pas. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et tu parlais de cette espèce de quand t'es avec les potes, tu fais ouais, ouais, non, mais ça va. Et puis quand t'es avec la nana, t'as une attitude différente quand t'es avec la copine et voire même ses copines et quand t'es avec tes potes. Moi, j'ai pas trop vécu ça non plus parce que même mes copines, c'était assez rare finalement que je sois avec des nanas de l'endroit où j'étais. Quand j'étais au lycée, par exemple, je sortais avec des nanas qui étaient hors du lycée. Voilà. Donc, j'ai pas trop eu ça à vivre. J'ai pas été confronté à ça. Mais récemment, ça me fait penser à, tu vois, on finissait une journée avec des collègues et puis on boit un coup. Et du coup, il y en a un qui avait fait un superbe alcool parce qu'il va chercher sa plante là-haut dans les montagnes qui creuse à la pioche. Enfin bref, un truc top. Et à un moment, je dis bon, moi les gars, j'y vais. Il y en a qui me dit quoi, c'est ta femme qui non, en fait, j'ai juste envie de rentrer, quoi, tu vois. J'ai enfin, oui, en l'occurrence, il y a aussi ma femme qui m'attend, c'est juste, et j'aimerais bien la voir parce que j'aimerais bien pouvoir la voir avant qu'elle se couche. Au passage, je lui ai pas envoyé de message pour lui dire que je rentrais tard, donc elle m'attendait un peu, puis ça m'a été un petit peu aussi, elle aurait apprécié que je la prévienne, ce qui est tout à fait légitime. Mais tu vois, il y a ça, quoi. Il y a ce côté, j'ai pas à me défendre de quoi que ce soit, j'ai juste envie de rentrer. C'est pas nécessairement ma femme. Moi, je vis très bien le fait d'être ici, mais je vis aussi très bien le fait que j'ai envie de rentrer, et ça dépend pas d'une personne extérieure. Et voilà. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais, où tu te sens de te devoir de te justifier, et en fait par j'allais dire médiocrité, mais par on va dire petite lâcheté quotidienne, on va plutôt préférer dire ouais non mais c'est ma femme qui veut que je rentre, c'est pour ça que je rentre. Peut-être que c'est plus facile à dire que de dire bah non les gars, j'ai juste envie de rentrer. J'ai passé un bon moment, mais là maintenant j'ai envie de rentrer. Peut-être il y a un peu de ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a un peu ce truc où tu préfères ne pas affronter tes potes ou enfin, tu vois, les potes que t'aimes, quoi, tu vois, et plutôt que de les foutre Ouais, face à leurs contradictions, parce que t'aurais pu aussi leur dire, bah, je sais pas, comment tu fais, toi, tu vois, de base. Est-ce que t'as vraiment la sensation d'être pieds et poings liés à ta femme ou pas? Et puis de lancer une discussion. C'est un autre truc aussi, tu vois, sans doute que t'as entendu dans les boys ouais, clubs, ouais. où les mecs discutent pas entre eux, quoi, tu vois. On parle, enfin, alors si, on discute de plein de choses. Ouais. Mais rarement des émotions et de ce genre de discussion, tu vois, typiquement.
Ben là, non, j'ai pas lancé la discussion. Déjà, d'une part, j'avais envie de Oui. rentrer. Et puis, le collègue en question, je le connais pas non plus depuis assez longtemps, j'avoue. Non, l'envie était pas là. Et Mais tu puis, vois, c'est marrant parce que oui, c'est vrai. Non, j'ai pas le lui réflexe. te Ouais, connaît pas non plus depuis assez longtemps, mais il se permet quand même de faire cette réflexion, quoi, tu vois. ouais, c'est Et vrai. elle Ouais, est plus ouais, ouais. acceptée que le fait que toi, tu viennes lui dire juste, bah non, pourquoi tu dis ça, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, ça en dit beaucoup plus sur sa perception, lui, des choses que de la Ah mienne, tu oui, vois. ça c'est sûr. Donc, ouais. Mais ouais, après, il y a une petite chose que tu as dit par rapport à ça, mais souvent c'est par gentillesse. Tu veux pas frustrer l'autre. Très souvent, en fait, on tombe, c'est ce que j'appelle les petites lâchetés quotidiennes. C'est pour pas être dans la confrontation avec une personne que tu apprécies, parce que t'as pas envie de la rendre triste, euh, et parce que tu sais pas comment tourner les choses. T'oses pas dire et tu prends un élément extérieur pour justifier ton propre comportement. C'est ça que je veux dire. Des fois, c'est pas nécessairement c'est par volonté de mal faire ou tu vois, c'est juste, c'est peut-être un handicap de communication. Il suffit juste de dire, bah non, j'ai passé vraiment un bon moment, les gars, mais là, je fatigue et j'ai envie de rentrer et ça me va, c'est très bien, c'est ok avec ça, tu vois. Et, je pense que ça lui aurait fait plaisir aussi que je reste, en fait, tout simplement. J'ai ressenti ça aussi. On passait un bon moment, effectivement, moi, j'étais peut-être un peu plus, euh, euh, j'ai peut-être moins bu et du coup je sais pas mais je savais dans ma tête que j'allais rester un temps et après j'avais envie de rentrer mais c'est comme ça c'était ok j'ai passé un super chouette moment c'était cool Ok. mais des fois c'est juste ça qui est difficile à dire peut-être et on dit ah ouais non mais c'est je sais pas mon coloc ma compagne ou je sais pas qui m'attend parce que machin truc et blablabla je sais pas Tu disais tout à l'heure que t'as dit d'une souche paysanne. ah j'ai dit ça ah, c'est joli c'est une métaphore Qu'est-ce que ça fait en fait, comment tu as la sensation que tu as été élevé, toi, en tant que mec, dans un cadre comme ça, rural? Qu'est-ce que fait ton père? Ton père est agriculteur, c'est ça, paysan? ouais mon père est viticulteur Ok. ouais ouais comment j'ai été élevé tu veux dire En tant que comment moi gars. je l'ai eu En en tant que tant que gars. gars. Bah, moi, Est-ce que ton daron t'a élevé pour que tu reprennes l'exploitation un peu dans ce truc-là? oh non, Non, pas du tout. clairement pas. Mon père, justement, mon père a repris, lui, l'exploitation parce que, si j'ai bien compris, c'était l'aîné et que, voilà, c'est comme ça. Tu sais, le fameux c'est comme ça, auquel il n'y a pas vraiment de réponse très étayée, mais c'est comme ça. Et en fait, il a repris l'exploitation, mais il s'est jamais caché qu'il aurait beaucoup aimé faire des études dans la physique, la biologie. Il est très, alors ça recoupe aussi un peu parce que dans la viticulture, mine de rien, il faut avoir des sacrées bonnes connaissances en physique, ne serait-ce que pour le matériel, pour réparer. Voilà, c'est des compétences que tu utilises, mais faire de la recherche, je crois, que ça lui aurait, de ce que je vois lui, c'est un truc qui lui aurait parlé. Et donc, mon père, mes parents en tout cas parce que ma mère était là au même titre que mon père, ont voulu faire en sorte de me laisser le choix en fait dans ma vie, de choisir et de pas me contraindre à dire bah, tu vas reprendre l'exploitation. Et d'autant plus que voilà, c'est une exploitation qui est dans le centre de la France, c'est un vignoble qui n'était pas très valorisé pour des raisons déjà historiques, parce qu'un choix avait été fait. Non, je vais couper cette digression. Bref, donc les conditions de vie sont pas fast. Tu vois, c'était des vies simples. C'est une vie simple que j'ai eue. Mes parents ont des vies simples. Et c'est pas parce que c'est des vies simples que c'est pas riche. Attention, ça n'a rien à voir. Rien ne s'exclut jamais. C'est-à-dire, enfin, ouais. Et mes parents sont d'une richesse incroyable. Mais matériellement, c'est des vies simples. Et donc, dans une société où on te vend que la réussite, enfin, où on te vend oui, enfin, ouais, bon, l'expression est peut-être pas adéquate, mais n'empêche que moi, ce que j'avais intégré comme étant une réussite, c'était gagner de l'argent, avoir un costard cravate. Les statuts qui sont valorisés aujourd'hui, c'est des gens qui sont en costard cravate et qui gagnent de l'argent. J'ai fait le test une fois dans une assemblée pour voir, dans deux assemblées différentes. Je me suis pointé habillé sweat à capuche et je me suis pointé habillé en costard. Le regard des gens n'est vraiment pas le même, mais vraiment pas. Euh, quand tu es en, enfin bref, j'ai remarqué que voilà. Donc clairement, enfin ça, je l'ai vérifié beaucoup plus tard. Mais
en tout cas, étant enfant, j'ai intégré ça, mais comme la plupart d'entre nous, que c'est important de réussir. Et la réussite, c'est quoi? C'est gagner correctement sa vie dans un métier tertiaire. Grosso modo, c'est à peu près ce que j'avais envie. Donc voilà, moi j'ai un père, j'ai des parents qui essaient de faire leur possible pour me laisser cette porte ouverte. Et en même temps, moi j'étais confronté à je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas quoi faire de mes os. Moi, j'ai toujours été très obéissant. On me dit faut trouver un métier. Ok. Je sais pas ce que c'est qu'un métier. Les métiers, t'as ça. Tiens, voilà les fiches pédagogiques, la conseillère d'orientation, lis ça et puis tu vas trouver un métier. Ouais, j'en ai trouvé plein, mais qui me parle. Et du coup, j'ai suivi une orientation par défaut et j'ai fait un cursus par défaut. Ce qui est à la fois bien parce que c'était très généraliste et que ça m'a ouvert des portes, et à la fois pas bien parce que ça n'a pas intéressé particulièrement, quoi. Franchement, moi je me suis fait chier pendant mes études. Franchement, j'ai trouvé ça chiant, mais ouais, j'avais pas d'intérêt particulier. J'ai fait un truc parce qu'on m'a dit de le faire, et je suis pas arrivé dans ma jeunesse à avoir cette espèce de confiance en moi, à avoir cet élan qui me dit, attends, mais moi j'ai peut-être envie de, je sais pas quoi faire, peut-être que je vais rien faire, peut-être que je vais faire le tour du monde, peut-être que, tu vois, il y a un jeune, il y a pas longtemps, le fils d'une amie, il me dit, ouais, je suis en train de faire une démarche pour m'émanciper. Je savais même pas que ça existait. En fait, il est mineur et il fait une démarche pour pouvoir être émancipé, pour pouvoir travailler. Parce que lui, il a pas envie de continuer à faire l'école, il veut bosser, il veut apprendre des choses, il veut découvrir. Et c'est par là que ça passe. Et j'ai admiré ça. J'ai dit, oh la vache, le gamin, il a 16 ans et il veut être émancipé. Mais moi, j'ai pas ce recul à cet âge-là, quoi. Moi, je suivais, entre guillemets, l'ordre établi par le contexte, par l'éducation des parents, par tout un tas de choses. Il y avait peut-être moins de modèles aussi, je pense, quand on était plus. Enfin, on n'est pas très loin en termes d'âge, mais il y avait peut-être moins de modèles et il y avait pas de podcast, il y avait pas Internet. Enfin, tu vois, je pense que c'était plus compliqué de trouver d'autres possibilités de vie, et ta vie, elle se finissait par se restreindre à ton entourage assez proche, en fait, finalement. Et puis Exactement. tu voyais à la télé aussi, quoi, potentiellement. Exactement. De toute façon, les vecteurs de communication, moi, c'était quoi? C'était mes parents, ce qu'ils étaient, l'école, ce qu'étaient les enfants, et ce qui, eux, ressortaient de ce qu'ils avaient prémâché dans leur maison, les profs. Et puis après, effectivement, tu avais la télé, encore que moi, la télé, je l'ai pas eu pendant longtemps parce que mes parents n'ont pas jugé utile de la réparer quand elle tombait en panne. Et après, ils l'ont réparée, ils n'ont pas jugé utile de nous le dire. Donc en fait, on a cru pendant très longtemps que la télé était en panne alors qu'elle l'était pas. Mais genre, ça durait 3-4 ans, hein. C'est un truc extraordinaire qu'ils ont fait. Ouais. Et la radio aussi. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu t'as fait sur toi là, depuis quelques années, et en fait, je pense d'une manière générale, tu as toujours taffé sur toi, à mon avis, mais que tu n'étais pas accompagné, notamment, j'imagine, par un ou une psy, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais sauté le pas? La flemme, je pense. Je pense que c'est la. J'ai pas d'autre réponse. Je vois pas. Non, il y a aussi tout un. Non, la flemme parce que faut prendre des rendez-vous. Faut chercher, faut prendre des. Mais ouais, non, mais attends, mais déjà pour trouver. Quand tu achètes un outil, pour trouver le bon outil, le temps que tu passes sur Internet, à comprendre comment c'est fabriqué, à voir par qui, comment, pourquoi, où, si jamais tu veux faire un achat un peu raisonnable. Enfin bref. Putain, pour trouver un psy, moi je suis. Enfin, faudrait que je sois psy pour choisir un bon psy, quoi, tu vois. J'ai mon vieux pote là, Denis, donc qui est mort l'année passée, qui me disait toujours un truc génial, et en plus il a raison, ce con, avec le recul, c'est que il me disait, en fait, on trouve toujours que ce qu'on cherche. Ouais, c'est vrai. Et on entend que ce qu'on est prêt à entendre. C'est sûr que si tu cherches pas, tu vas pas trouver. Ouais, mais peut-être qu'aussi j'allais pas assez mal, tu vois. Moi j'ai aussi, je me suis beaucoup posé la question pourquoi je m'étais pas mis à fumer autant que mes potes, tu vois, du cannabis ou des trucs comme ça, tu vois, quand t'as l'âge où tu commences à picoler, machin. Ça m'a jamais parlé. Et je crois que j'allais juste pas assez mal pour me noyer là-dedans, quoi. Moi j'allais bien, en fait, tu vois. Ok. Et peut-être que le psy c'est pareil, peut-être que il y a une période où je me suis vraiment posé la question, où vraiment j'allais pas bien, où là je me suis dit bon, et peut-être les préjugés aussi, je me dis mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Moi j'ai vu des potes au lycée qui faisaient des psychanalyses parce que je ne sais plus quelle raison, et franchement je les ai pas vus ressortir transformés, quoi. Moi j'ai revu des personnes dire ah ouais c'est génial, je comprends trop de trucs, c'est fou, mais après ok c'est génial de constater plein de choses et de comprendre certaines mécaniques, mais t'en fais quoi? Et j'avais pas le sentiment que les psys étaient enfin, ou alors j'étais pas en capacité de comprendre ce que ça pouvait amener, tout simplement, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, quand je comprends des choses en écoutant des podcasts, en l'occurrence, comme tu dis, parce qu'on a quand même
autant Internet et les moyens de communication sont une gigantesque bibliothèque bordélique où il n'y a rien de rangé, il n'y a rien d'ordre alphabétique, c'est un merdier incroyable. N'empêche qu'il y a tout. Et si tu es prêt à chercher, tu peux trouver des trucs intéressants. Et moi, en écoutant notamment certains de tes podcasts, ça m'a aidé à avoir des clés de compréhension sur certains trucs sur lesquels je butais. Et je sais pas, ouais, peut-être la flemme, tu vois, peut-être que si ça m'avait été servi sur un plateau, qu'on m'avait dit tiens, je t'ai inscrit chez un psy, vas-y, et ben peut-être que j'y serais allé, que j'aurais découvert. Mais peut-être que ça fait aussi partie des défauts de mon éducation, en fait. Peut-être que si tu ne fais pas quelque chose, tu ne prends pas le risque d'être déçu. Je vais essayer de développer. Moi, étant enfant, j'étais bon à l'école. J'étais parmi les premiers. J'ai beaucoup eu, par contre, sur mes bulletins de notes, c'est des peut mieux faire. Euh, j'ai pas d'autres exemples. Et le peut mieux faire, ça, c'est un truc qui m'a tué. Je sais pas t'expliquer pourquoi. Mais le peut mieux faire, c'est comme si on disait, ouais, voilà. Et putain, mais t'as fourni des efforts, tu vois, ça, y a rien qui mérite un putain de peut mieux faire. Tu vois, peut-être que, bah non, peut-être que je peux pas mieux faire. Et il y a un moment, j'ai eu l'impression dans ma scolarité, je me suis dit, bah finalement, euh, si tu es dans le tiers du haut, on attend beaucoup de toi et en fait, tu vas décevoir si tu y arrives pas. Et on te considère pas du coup. Et finalement, peut-être qu'en faisant moins, on n'attend rien de toi. Et du coup, tu risques pas de décevoir. Mais c'est valable aussi pour toi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai une espèce de peur de l'échec qui est très ancrée, alors que pourtant, je fais énormément de choses. Je fais énormément de choses et je ne vois que le mauvais côté. Je vois que ce qui va pas dans les choses que j'ai faites. Ce qui fait que je crois que je ne suis pas bon ou que je ne fais pas bien alors que c'est le cas. Mais pour revenir donc, euh, si j'ai cette peur de l'échec pas mal ancrée. Et en fait, ça, il y a aussi rien de pire que ça. C'est-à-dire que tu sombres dans un espèce de conformisme. Et du coup, si tu ne fais pas, tu ne sais pas. Et en même temps, si tu ne fais pas, tu ne sais pas aussi. Donc, tu n'as t'auras pas d'argument pour te décevoir. Si j'ai pas fait, j'ai pas pris de risque, basta. Personne ne peut rien me reprocher, mais ça, c'est un des trucs que tu as sûrement vu dans des entreprises aussi. On en parle avec pas mal de collègues. Il y a une expression qui va avec ça, tu sais, comment on dit euh, tu sais, ceux qui critiquent ceux qui font, ben, il y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreur, un truc dans ce goût-là, tu vois. Mais ben, peut-être qu'il y a de ça. Une des raisons pour lesquelles je suis peut-être pas allé voir ce psy, c'est parce que prendre l'initiative, ça aurait été déjà admettre que j'ai des problèmes ou des trucs qui fonctionnent pas, mais aussi potentiellement admettre que je suis pas à la hauteur pour les régler. Tu vois? Tout seul, tu veux dire. Ouais, non, 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 pas forcément. C'est pas, non, non, non. Que tu n'arrives pas à le régler tout seul. C'est ça. Ouais, oui, mais je veux dire, j'ai peut-être pas les capacités. Peut-être que j'ai pas compris comment tu rebondissais, mais j'ai peut-être juste pas la capacité de le faire. Peut-être en allant chez un psy et qu'elle me montre les clés et qu'elle m'explique et comment, peut-être que je suis pas assez intelligent pour le comprendre et arriver à l'appliquer. C'est ça que je veux dire. Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais justement que tu n'allais pas vite à comprendre les mécanismes, en fait, parce que justement, tu étais tout seul et que tu n'étais pas accompagné. Et que sans doute, si quelqu'un te dit, bah, en fait, plutôt que de chercher toi-même la clé dans ce tas de foin-là, en fait, je vais te la donner la clé, et puis après, à toi à toi d'ouvrir la porte, quoi, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, pourquoi j'irais pas voir un psy aujourd'hui, par exemple? C'est ça que. Hmm, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai passé assez de caps importants pour pouvoir continuer le boulot à peu près tout seul. C'est euh, c'est peut-être prétentieux, j'en sais rien, mais en fait, déjà, je me relance très souvent, je fais des reconversions professionnelles, je suis encore dans une reconversion professionnelle, j'ai un objectif qui me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts aussi physiques. Et, et ben, et ben voilà, c'est à côté en fait. Ok. Je suis pas prêt à consacrer du temps à ça. En fait, je veux pas te pousser à aller voir un psy, hein, mais c'est juste, tu sais, Non, non, je il prends pas y a comme un ça. grand truc, il y a un grand truc qui fait que les mecs, les mecs ne demandent pas d'aide d'une manière générale, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et en fait, enfin voilà, c'est un vrai truc. Et je cherchais à creuser un peu chez toi s'il y avait un peu de ça, tu vois. Il y avait un peu ce truc de, bah, c'est dur de demander de l'aide en fait quand t'es un mec, parce qu'on t'apprend pas à demander de l'aide, on t'apprend à te démerder tout seul. On t'apprend à, on t'apprend à prendre sur toi et on t'apprend à serrer les dents et à avancer. Et plutôt qu'à te dire, bah en fait peut-être que je pourrais aller chercher de l'aide. L'une des raisons pour lesquelles il y a aussi autant de suicide, tu sais, chez les mecs. Le taux de suicide entre les mecs et les mecs et les meufs est vraiment très, 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 très différent. Parce que
on nous habitue pas, on nous a pas appris à aller demander de l'aide et on a tendance à vouloir se démerder tout seul. Voilà. Ouais, il y a peut-être aussi des facteurs aggravants du fait que les mecs aussi sont portés vers la puissance et qu'il y en a plus qui portent des armes et c'est plus facile de se quicker quand tu portes une arme, peut-être aussi, je sais pas. Sans doute, ouais. 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 Non, je savais pas en tout cas que les hommes étaient plus. Mais tu vois, après, moi j'assume hein, le point de vue que je vais amener, mais je pense que la société telle qu'elle est a aussi, par son mécanisme, supprimé beaucoup de choses qui existaient peut-être auparavant, de plus communautariste. Je sais pas si le mot est très adéquat, mais en tout cas de vie un peu en tribu où tu as une transmission justement des savoirs. Moi, il y a des choses qui m'ont été transmises par mon grand-père parce qu'il m'a emmené en vacances ou ce genre de choses. Mais parce que le grand-père, il habitait juste à côté de la maison familiale. Et aujourd'hui, je pense que quand tu as des grands-parents qui sont. Bah, puis aussi, on a des modes de vie qui font qu'on s'est éclaté sur le territoire. Quoi, tu vois, moi, je suis loin de mes parents aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des vies qui sont éclatées sur la planète, quoi, mine de rien. Et ça implique que tu plus les mêmes rapports sociaux, la même transmission. Et il y a plein de choses qui jouent, les réseaux sociaux aussi, mine de rien. Je vais peut-être dire un truc casse-gueule, mais on dit que ça crée du lien. Ben non, ça crée pas du lien, je suis désolé. Tu rajoutes un intermédiaire entre toi et une personne. Alors, non, c'est pas que ça crée pas du lien, mais ça crée pas le même lien. On voit bien, alors, c'est pareil, c'est casse-gueule, mais je pense que tu prends une troupe de gens, tu les mets sur Twitter, ils ont tout en commun. Je suis sûr qu'ils vont trouver un moyen pour se mailler sur un bout de détail à la con. Alors que tu les mets dans un bar autour d'un verre, je suis quasiment certain que les rapports seraient tout à fait les mêmes. Ne serait-ce que parce que humainement, on n'est pas dans la confrontation par nature. On est plutôt justement, comme tu disais, dans la coopération, dans l'entraide, et on a peut-être intégré effectivement le fait que demander de l'aide, c'est une sorte de faiblesse. Oui, oui, sûrement, c'est peut-être aussi pour ça que de ce côté-là, moi, j'ai pas gratté, mais ouais, il y a tout un tas de mécanismes hein, qui font que je pensais, je suis parti là-dessus, mais au départ, j'avais dans la tête, j'ai fait comment on appelle ça, une hutte de sudation avec un voisin qui est très porté sur les Indiens, Lakota. Une hutte Ouais, une hutte de sudation. de sudation, ok, d'accord. Ouais, tu vois ce que c'est? Non, mais vas-y, explique. En gros, c'est un. Ah là là. S'il y a des gens qui écoutent et qui connaissent bien, je suis désolé, je vais peut-être pas le retranscrire correctement. Mais grosso modo, c'est une tradition. Lui, il le fait dans une tradition Lakota, qui est donc une tribu indienne d'Amérique du Nord. Et en gros, tu es dans une hutte assez basse, qui est couverte de peau. Et en fait, au milieu, tu as une espèce de foyer dans lequel tu mets des pierres, comment on appelle ça, des pierres ponces, Ok. Ouais, près de la chaleur. C'est comme un sauna, un un sauna, ban, ouais. je sais plus. Ouais, un sauna. Ouais, voilà. Sauf que c'est comme, ben en fait, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait des rites de passage justement, de transmission qui étaient faites autour de ces huttes de sudation. Le symbole de la hutte de sudation, c'est le ventre de la mer, et il y a un truc comme ça. Et c'est une expérience, waouh, franchement, c'est une chouette expérience. Bon, avec le confinement, c'est la merde pour pouvoir refaire ça. Enfin, c'est même pas le confinement, c'est avec sanitairement. Tu peux pas te réunir à 8 dans une hutte dans les conditions actuelles, mais j'adorerais pouvoir en faire là. C'est dommage, là, il y a de la neige en hiver, se retrouver en pagne dehors dans la neige, il y a moyen que ça soit une belle expérience. Mais tout ça pour dire que, bah, tu vois, c'est comme si finalement on s'était un peu dépossédé nous-mêmes dans nos sociétés de notre capacité à transmettre A. C'est-à-dire que la société le fait pour toi. Tu laisses tes enfants en fait face à tout un tas de trucs face auxquels ils sont pas en capacité d'intégrer quoi. Et peut-être que avant, mais j'en suis pas sûr, mais en tout cas, il y a certaines communautés humaines qui faisaient une transmission de ça, de l'ancien aux jeunes. Je sais qu'il y a des cercles de transmission de parole d'hommes, de femmes, où justement tu convies des jeunes en adolescence qui sont, je sais pas, à 7-18, avec des hommes qui sont, je sais pas, 70, 50, 40, et chacun parle en fait de son expérience d'homme. Et au moins, t'es pas enfermé dans ta tête avec tes schémas. Tu te retrouves confronté avec des schémas d'autres personnes qui ont peut-être été immergées dans des conditions différentes ou dans les mêmes conditions, mais qui en ont pas tiré les mêmes conclusions. Et c'est intéressant, ça fait un brassage de paroles, un brassage de points de vue, et c'est vachement sain. Et peut-être que les mécanismes dans lesquels on navigue aujourd'hui font que petit à petit, on s'est dépossédé de ça, de nos capacités à transmettre et du coup à vraiment éduquer nos enfants. C'est quoi le rapport avec la hutte de sudation alors? Parce que vous vous êtes retrouvés entre mecs, c'est ça, à 8 dans la hutte?
Ok. Ouais, à l'époque, je sais plus, on était peut-être même 12-13. Et en gros, c'est assez. J'en garde un souvenir assez. Je saurais pas comment te le dire. C'est une sorte de truc qui te porte de dedans, quoi. C'est une sorte d'énergie qui te prend. Euh, à la fois, c'est à la fois. Alors, c'est pas évident parce que moi, c'est un voisin que j'apprécie énormément. Il est très sympa, très chouette, et j'adore la vision qu'il a sur la vie. Et au départ, quand il me disait ouais, on fait des élucidations, je me dis oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, ben, un préjugé de base, quoi. Ok, c'est quoi ce truc, la moitié ésotérique, vers quoi on m'emmène? Et puis en fait, c'est jamais comme ça. Tu découvres un truc, tu t'intéresses, et à vivre. Comment expliquer ce que c'est? C'est en gros, t'es donc dans cette hutte, t'es dans le noir complet, et t'as une personne qui ramène régulièrement, qui est à l'extérieur, qui va ramener régulièrement des pierres dans le foyer à l'intérieur, et t'as une alternance de chants, de paroles. Tu peux prendre la parole librement sur à peu près ce que tu veux. Il y a quand même une sorte de, comment dire, côté, il y a un côté un peu sacré, tu vois, il y a un côté un peu rituel. Avant d'entrer dans la route, t'as des petits, tu peux faire un peu des vœux avec des petits sachets dans lesquels tu mets du tabac. T'as des notions de points cardinaux, t'as des notions de la mère terre et du père qui est le tout. Alors tu vois, c'est pareil, c'est très genré, ça encore, mine de rien. Mais t'as un côté, ce que j'ai vachement aimé, c'est qu'il y a une espèce d'idée de tout. Tu es dans une hutte qui fait un tout, qui lui-même est intégré dans un tout, qui est, je sais pas, la prairie dans laquelle tu te trouves, qui elle-même est intégrée dans un trou, qui est, je sais pas, la France, qui elle-même est intégrée dans un tout, qui est l'Europe, elle-même sur la planète, elle-même dans l'univers, etc., etc. On est un tout. On est une part euh, intégrante de tout. Vous étiez qu'entre mecs? Ouais, 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 c'était que entre mecs parce que c'est plus facile a priori. Je sais que ça se fait en mixte, mais tout le monde les fait pas en mixte parce qu'a priori la parole est plus facile quand les cercles ne sont pas mixtes. Et d'ailleurs, on retrouve ça si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais entendu ça dans les mouvements noirs d'Amérique Ouais, et même dans les mouvements ouais. féministes où il y a un moment, il y a des gens qui disent non, mais non, on peut pas, il faut qu'on soit entre guillemets ensemble pour pouvoir parler sans personne extérieure qui n'est pas intégrée pour. Enfin voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que vous avez parlé de votre, enfin, de masculinité ou de ce que vous êtes en tant que mec? Non, non, là vraiment, c'était. Non, non, là moi je me suis laissé porter par une ambiance. Il y a un peu de discussion un petit peu avant. Et après, quand tu rentres, en fait, c'était essentiellement des chants Lakota. Donc déjà, moi, je ne pige rien à la langue Lakota. Hein, j'y connais que dalle. C'est juste, c'était une alternative de chant. Et puis après, il y a une sorte, on peut dire, de maître des cérémonies qui ponctue ces chants par des déclarations à la nature, on va dire, à la nature ou à des choses qui lui semblent justes dans le fonctionnement, je sais pas, l'univers. Enfin voilà. C'est plus lui qui s'exprime. Après, il y a eu un ou deux moments où s'exprimer, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Mais t'es vraiment, déjà, t'es pas dans un état dans lequel t'es d'habitude. T'es quand même dans une hutte de sudation, il fait une chaleur à crever. Moi, j'étais en état complètement de, je saurais pas dire, mais tu vois, tu respires pas. Enfin, t'es dans des conditions qui font déjà que il y a un côté un peu magique, un peu mystique, forcément. C'est-à-dire, quand t'as ces espèces de pierres au centre qui sont un peu rougeoyantes, que quand ils te balancent deux trois herbes dessus et que ça tout d'un coup ça crépite, ça te fait des petites flamèches bleues, ça t'as l'impression qu'à un moment t'es dans un ciel étoilé alors que tu sais pertinemment que, enfin bref, non, il y a pas eu de choses. Non, excuse-moi. Pour répondre à ta question, il n'y a pas eu de choses d'évoquer autour de la masculinité. Bon, ça c'est des choses dont on a pu parler nous en direct tous les deux, échanger parce que lui il est assez âgé, donc il a des enfants, des petits enfants. Et c'est hyper intéressant de pouvoir en parler parce que c'est une personne qui est assez ouverte pour en parler comme ça, juste comme ça. Mais le but de cette U2 n'était pas d'échanger autour des rapports. Ok. Enfin, c'était pas un but et personne n'a amené ça non plus. Bref. Mais c'est une expérience. C'est quand même une expérience qui t'amène à être entre personnes que tu connais pas, en fait. Moi, je me suis retrouvé encore à nouveau avec des personnes que je connaissais pas, échanger avec des gens que je connais pas, qui ont différents statuts sociaux, qui sont, voilà, t'as une pluralité, quoi. Tu sors de ton cercle habituel, quoi. Ça, c'est cool. Est-ce que ça te va si on parle du témoignage que tu m'as envoyé?
après notre podcast ensemble. Ouais. Oui, bien sûr, vas-y. Parce que ouais, tu m'as envoyé en gros, t'as parlé à demi-mot d'un épisode avec ton fils, parce qu'en fait, tu as deux fils. Ouais. Pendant notre interview d'Histoire de Daron, je sentais que tu étais en train de tourner autour du pot, tu vois, et que tu n'avais pas vraiment envie de... Non, mais après, je le comprends vraiment. Hein. C'est que tu avais envie d'en parler sans vraiment oser le faire, je pense, à ce moment-là. Et je pense qu'après coup, tu t'es dit, OK, en fait, en vrai, je pense que ça vaut vraiment la peine d'en discuter. Et tu m'as envoyé un long mail pour me parler de... Alors qu'on a publié après sur Rocky, qu'on a intitulé Devenir père a réveillé ma violence, et j'ai dû lutter pour ne pas céder. Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu? C'est marrant parce que t'entendre en parler, j'ai les rythmes cardiaques qui s'accélèrent. Ouais. Je vais sortir tout de suite. Je sais plus exactement ce que j'ai dit, très honnêtement, mais ouais, c'était. Mais je sais pas. Tu veux que j'en dise quoi de... Tu veux que j'essaie de restituer ce que... Ouais, c'est ça, que tu racontes un peu l'épisode. Enfin, Alors, en gros, quand j'ai eu mon fils aîné, les conditions étaient pas super zen, pas super faciles, et du coup, ouais, ça a réveillé ma violence dans le sens où je n'arrivais pas à avoir de trouver une prise pour améliorer la relation que j'avais à mon enfant. C'est-à-dire que j'avais un enfant qui pleurait beaucoup et donc j'étais épuisé. Et au bout d'un moment, donc, je m'étais mis à crier beaucoup, à taper dans les murs, ce genre de choses. Et même une fois, donc, l'épisode qui m'a le plus marqué, je me suis retrouvé un jour dans la cuisine face à mon enfant qui rigolait nerveusement et suite à une chose que je voulais qu'il arrête de faire, je ne sais plus quoi précisément. Et je me suis emporté, je l'ai plaqué contre le meuble de la cuisine. Et à ce moment-là, j'ai réalisé je suis désolé de que te faire vivre ça. potentiellement, ouais, que Si tu veux pas potentiellement qu'on, j'étais. si tu veux pas qu'on Je en vais parle, on va finir. pas obligé. Non, je vais finir ma phrase. C'est ok. C'est juste que, Je ouais, sens que c'est c'est pas dur. facile. Ouais, c'est pas facile à sortir. Et j'ai compris à ce moment-là que j'étais potentiellement capable de faire quelque chose d'irréparable, de le frapper, mais vraiment. Et j'avais l'envie. J'avais l'envie de vraiment, vraiment, vraiment qu'il se taise et j'étais prêt à le frapper pour ça, je pense. J'étais en mesure de le faire. Et il y a quelque chose en moi qui s'est brisé, quoi. Euh, il y a quelque chose en moi qui s'est brisé en réalisant ça, quoi. Parce que ça signifiait que j'étais capable de faire mal à mon propre fils. Euh, Et donc, je sais plus comment, donc j'étais le bras plaqué sur lui, j'avais la main autour de la gorge, et j'étais prêt, je sentais que j'étais prêt, j'étais pas loin de perdre pied, quoi. Et en réalisant ça, donc je l'ai relâché, je l'ai laissé, je suis parti dans un coin du salon, je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer longtemps. Et, et, euh, et ça a été une sorte de point de bascule, quoi. Parce que je me suis dit, non, mais non, quoi, c'est pas possible. Je refuse. Je refuse ça. Je suis pas d'accord. Je suis capable de faire autre chose. Je suis capable de mieux que ça. Je, et en même temps, j'arrivais pas à dissocier. Notre relation me mettait dans un état et ni moi ni lui n'étions, comment dire. Oh là là, je sais pas comment verbaliser ça. C'est pas évident parce que j'ai pas le recul, j'ai pas l'objectivité. Mais euh, Personne te demande lui, d'être lui, il pouvait objectif. rien. Ouais, c'est juste habile. Euh, Lui, il n'était pas en capacité, de toute façon, d'avoir quoi que ce soit euh, cognitivement. Il n'était pas en capacité d'avoir conscience de ce qu'il provoquait. Il n'était pas responsable de ce qu'il provoquait. Juste, t'as un enfant qui rit nerveusement, et en face, t'as un parent qui est fatigué, qui a juste besoin de calme, et qui, en fait, réagit pas de manière que moi je trouve pas adéquate. Mais en tout cas, ce truc a cassé quelque chose dans cette dynamique tu vois, de cris, de pleurs, de cris, de colère.
Je me suis dit non, j'irai pas plus haut. C'est hors de question, quoi. C'est hors de question. Et ça m'a fait longtemps croire que j'étais quelqu'un de mauvais, de violent, pas un bon père. C'est dur à dire ça. Ouais. Pas un bon père. Euh, et il m'a fallu du temps parce que la relation est toujours là. T'as toujours ton enfant, t'as toujours cette fatigue et t'as cette espèce de d'ornière dans laquelle tu t'es mise. Et c'est très, enfin, tu vois le chemin duquel il faut que tu sortes, mais t'as un automatisme qui fait que t'es clenché dedans. Et donc, il a fallu apprendre à faire différemment, à se poser des questions. Et au départ, en fait, j'étais pendant longtemps chargé de culpabilité, quoi. Et cette culpabilité n'est pas. Et je sais plus, je crois que j'ai lu dans l'article que j'avais écrit ce qui m'avait aidé un petit peu à dépasser tout ça. Mais encore une fois, c'est les successions d'événements dans la vie qui m'ont fait remarquer des choses, qui m'ont permis de me dire, ok, on peut faire différemment et on peut y arriver. Euh, des amis qui avaient vécu les mêmes choses, enfin, qui avaient vécu les mêmes choses. Des amis qui avaient visiblement vécu des difficultés aussi avec leur enfant et qui cherchaient une autre voie et qui pratiquaient une autre voie qui était intéressante et qui donne un exemple, qui donne envie, tu vois. Euh, et puis à un moment, se regarder soi, mais apprendre à se regarder soi, mais euh, pas justement dans cette espèce de cycle où tu tournes en rond sur toi-même et tu essayes de prendre de l'objectivité. Ok, j'ai fait un geste qui est vraiment pourri. J'aurais pu faire pire. Est-ce que pour autant ça me fige dans cette image que j'ai de moi? Est-ce que pour autant ça me fige comme étant quelqu'un de violent? Mais en fait non. En fait non, parce que cet enfant, ça fait 1 an que je le nourris. Quand sa mère est dans des gardes, que je décongèle des sachets de lait, ça fait 1 an que je prends soin de lui. Ça fait 1 an que je fais mon possible pour que ça se passe bien. Alors, je m'y prends pas sûrement de la meilleure des manières parce que ça a ses limites, ça fonctionne pas bien. Mais n'empêche que je suis dévoué à cet enfant. Ça fait 1 an que ma vie elle est vouée à lui en fait. Et j'ai le droit de fatiguer, j'ai le droit de j'ai le droit, ouais, j'ai le droit d'être ce que je suis, quoi, d'avoir mes limites et de être fatigué, de pas être parfait en fait. Je suis pas parfait, lui non plus. Mes parents ne l'étaient pas non plus, personne ne l'est. Chacun fait avec ce qu'il est, chacun compose avec ce qu'il est. On n'est pas. Et j'ai vraiment, je crois que je l'avais écrit ça. On est des boules à facettes en fait. On n'est pas. Tu vois, ça me gêne beaucoup quand je vois mes enfants qui reviennent de l'école et qui jouent à des jeux où t'as un méchant, un gentil. J'essaie de les sortir de cette espèce de manichéisme qui est pas bien, que je trouve pas bien parce qu'il y a pas il y a rien qui est manichéen, il y a rien qui est binaire. On est juste un mélange de choses et et, euh, et on fait au mieux avec les armes qu'on a et des fois on n'est juste pas armé pour certaines choses. Moi, pour bien des choses, je suis pas armé pour et c'est mon vécu, la succession de ces trucs-là qui m'ont permis de voir ça marche pas. Tiens, ok, mais ça marche pas, mais intéresse-toi au truc, lis, je sais pas, fais quelque chose, prends un bouquin, cherche, gratte. T'es pas dépossédé de tout ça. Moi, longtemps dans ma vie, je me suis cru dépossédé de tout parce que je pensais qu'il fallait suivre ce que tes parents te disent, ce que la société te dit implicitement, Mais en fait, nous sommes responsables de nous-mêmes. Nous sommes en capacité d'être responsables de nous-mêmes. Et si je peux faire un pont, une pirouette assez facile pour revenir vers ta question initiale, pour moi, être un homme, ça serait un peu ça, tu vois. Assumer qu'on est responsable de nous-mêmes, assumer que j'ai cette capacité à, je suis en capacité de m'émanciper des choses que j'ai apprises et intégrées. Je suis en capacité de comprendre les choses et de juger si c'est bien ou pas. Pour ça, ça nécessite par contre du temps, de la volonté, une capacité aussi à s'informer, parce qu'il faut faire le tri dans les informations et à pas sombrer dans du jugement, à pas sombrer dans l'opinion, essayer d'étayer tu vois, moi il y a beaucoup de choses où j'ai des réflexes d'opinion où finalement ça repose sur du vent et quand tu t'en rends compte,
au départ, tu t'énerves parce que t'es pris en porte-à-faux, tu vois, dans des discussions où quelqu'un dit, mais non, mais c'est con ce que tu dis. Tu fais, comment ça, c'est con, mais tu vois, ça te prend en vif, et puis finalement, une fois que c'est passé, tu réfléchis, tu dis, mais en fait, ouais. Donc, ouais, peut-être qu'être un homme, c'est ça, c'est apprendre à un moment faire la part des choses et à accepter qu'on est responsable de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Et donc, pour revenir à ce que tu m'as demandé, putain, c'était pas évident. Par rapport à cette phase avec mon fils aîné, ça a été accepter l'attitude que j'ai eue parce que je l'ai eue, quoi. C'est ce qui est et je peux pas changer ce qui est ou ce qui a été. Et, euh, et comment, sur cette base-là, est-ce que je l'accepte ou que je le refuse? Mais en fait, je peux faire les deux. Je peux accepter cette violence qui est en moi et la refuser. Ce que je disais tout à l'heure, rien ne s'exclut, rien. Tout, rien n'est binaire, quoi. Rien n'est manichéen. Tu peux pas dire, ah, tu vois, j'ai envie de donner, bon, apprendre ça, quoi. Apprendre à faire la part des choses, être responsable de soi, quoi. Merci de partager ça. Je pense que c'est hyper important parce que je pense aussi que c'est l'une des façons les plus simples, entre guillemets, de sortir de ce cercle vicieux, c'est de se rendre compte qu'en fait, t'es pas tout seul et que s'il y a d'autres darons comme toi qui sont impliqués dans la vie de leur enfant, etc., et qui peuvent avoir des accès de colère et de violence comme ça pour plein de bonnes raisons, ça prouve bien que c'est pas toi au fond qui est méchant, quoi, tu vois. Et je pense que c'est important de le dire. Non, Ben, mais c'est c'est vite. vrai, je pense que c'est important de le dire. Donc merci pour Ouais. ça. Même si je sens bien que ça t'a fait un peu taffer sur toi, quoi. Ouais, 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 c'est un moment qui restera gravé, c'est un moment que j'aime Mm. pas, quoi. C'est un moment fondamentalement que j'aime pas, et en même temps qui me construit, hein. Mm, bien sûr, Ouais. je suis Et d'accord avec toi. ouais, voilà. Euh, je voudrais qu'on conclue avec la dernière question que peut-être tu connais si si t'écoutais The Boys Club avant et aujourd'hui Histoire de mec, mais c'est pour toi, c'est quoi le modèle masculin positif qu'il peut y avoir autour de toi, que ce soit dans la pop culture ou dans ton entourage, quoi, tu vois. Moi, mon papa était un modèle hyper positif. Il est, par bien des aspects, il correspond à cette image masculine à laquelle je pensais devoir correspondre et en fait pas nécessairement. Le côté assez, mon père est assez stoïque. Je sais pas si c'est stoïque qu'on peut dire, mais euh, Il ouais, montre il pas beaucoup correspond. ses émotions, c'est ça? Ouais, peu, ouais, Mm. peu. J'ai été frappé à la mort de mon grand-père. Il a pas brillé d'un cil, quoi. Ah, putain. Tu vois. Et mais je sais. Je lui avais posé la question et il y a un truc qui est ressorti, c'est le côté un peu, c'est comme ça. Il y a un côté, je sais pas si c'est enraciné, tu vois, justement ça dans la culture paysanne, mais il y a quand même quelque chose de, on est, on vit, on meurt, et c'est comme ça. Et c'est pas forcément du fatalisme, c'est juste, c'est ce qui est. Mm. Bah, je pense que quand tu travailles la terre, tu vois, et quand tu travailles les vignes notamment, il y a des. Je pense qu'il faut faire avec la nature. Tu vois, t'as pas le choix, t'as pas d'autre choix que de Ouais, faire avec la nature. Donc, à mon avis, ça doit t'ancrer vraiment dans une forme ouais, de stoïcisme. Tu sais, l'aspect, bah voilà, les choses sont ce qu'elles sont. ouais. Il y a des choses sur lesquelles on a des prises, il y a des choses sur lesquelles on n'en a pas. Et effectivement, la mort de mon grand-père, on n'avait pas de prise dessus, quoi. Effectivement. Donc mon papa, ouais, je trouve que c'est un chouette modèle. Mes parents, après, tu vois, modèle masculin, moi, je me suis pas construit que sur des modèles masculins, tu vois. Le modèle de couple de mes parents a beaucoup joué. Mes parents sont des chouettes, sont vraiment un beau modèle, je trouve, avec ses qualités, ses défauts. Ouais, donc mon papa. Après, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de modèles finalement qui m'ont parlé. Moi, petit, j'ai beaucoup aimé Renaud, tu vois. J'écoutais ça, mais au départ parce qu'il disait des gros mots. Et quand t'es enfant, ça te fascine d'avoir quelqu'un qui chante et qui dit des gros mots, c'est génial. Et puis en même temps, j'en ai jamais fait un idole. C'est-à-dire que j'ai jamais eu d'idole quand j'étais enfant. Je cherche pas à être quelqu'un que je suis. Enfin, c'est bizarre parce qu'à la fois je cherche pas à être quelqu'un que je suis pas et en même temps je suis une voix. J'ai souvent suivi une voix qu'on me prêtait alors qui n'était pas la mienne. Mais ouais, il y a plein de modèles masculins, tu vois.
Mais même mes oncles, enfin mes oncles, oh là là, c'est dangereux, c'est comme généralité. J'ai des oncles qui sont très, comment dire, qui font très, oh putain, je vais empiler des stéréotypes. Tu vois les banquiers de fin d'Astérix et Obélix dans les Ouais. BD? Bah, moi j'ai des repas de famille, c'était un peu ça. Et ben ils ont participé à cette image aussi parce que ils sont aussi, ils font aussi partie intégrante des images masculines que j'ai eues enfant, alors qu'ils m'ont parlé ou pas, ou j'ai pioché des trucs dedans aussi, quoi qu'il arrive, quoi. Comme des stars de télé, comme tout un tas de trucs. Voilà. Mais c'est vrai que mon papa est un beau modèle, j'aime beaucoup mon papa. Merci Manu. De rien, c'était avec plaisir. C'était top, hein. Tu vois, comme quoi tu avais plein de trucs à raconter. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait brouillon, mais écoute, Je suis pas si ouais, sûr. ouais, je sais pas. Bon, Merci. c'était cool. Merci à toi. Et puis donc je vous mettrai tous les liens dans les notes si jamais vous voulez aller relire le témoignage écrit cette fois de Manu et également l'épisode d'Histoire de Daron qu'on avait enregistré il y a quelques mois où là on s'arrête plus sur l'aspect paternité et sur l'aspect notamment l'épisode je l'avais intitulé Empêtré entre mal alpha et l'idée du père qui veut être. Ouais, empêtré dans ses schémas.